Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Tara, tu es là, Allez-y. Tara? Oui, oui, C'est bon? à toi la parole. Alors, bonsoir tout le monde. Donc, mes chers amis, mes chers collègues. Donc, nous voilà de retour après le congrès de la Société marocaine de cardiologie, après notre e-congrès national. Me voilà de retour avec vous et nous sommes tous ravis de vous retrouver pour ce webinaire organisé par la Société marocaine de cardiologie et de façon conjointe avec le laboratoire Boehringer que nous remercions pour leur soutien quant à l'organisation jointe de cette session. Alors, cette session, comme vous l'avez vu sur le programme, sera consacrée aux anticoagulants oraux directs, thématique très intéressante, toujours d'actualité. Et donc, il est difficile de vouloir tout cerner sur ce sujet tellement passionnant. Et pour ce soir, comme vous avez pu le constater sur le programme, nous avons choisi de vous parler des AOD en pratique, donc dans la gestion pratique au quotidien. Et ces thématiques vous seront élégamment présentées de façon très brillante par nos rythmologues chevronnés que sont le professeur Ali Chaib et le docteur Amel Tsezi. Donc la session sera rythmée et modérée par notre éminent rythmologue, le professeur Abdelhamid Moustafir, donc à qui je donne la parole pour modérer, présenter les orateurs et rythmer la session. Et moi, je vous retrouve en fin de session, comme à l'accoutumée. À toi, c'est Abdelhamid. Merci Madame la Présidente. Effectivement, nous avons aujourd'hui affaire à deux rythmologues chevronnés. J'ai l'honneur et le privilège d'avoir travaillé avec eux. Et donc, quelque part en eux, je vois un petit peu ma continuité universitaire directe. Et je regrette encore une fois, et je le dis clairement, que les concours d'agrégation au milieu civil ne se sont pas ouverts à temps, car le docteur Tsezi a un profil universitaire indiscutable. Et vraiment, c'est un grand regret, et je tiens à le dire directement. Les AOD, c'est un vaste monde. C'est un vaste monde. Aujourd'hui, la présidente de la filiale de rythmologie, qui est le Dr Amel Tsezi, en collaboration avec le professeur Chaib, nous ont concocté un programme pratique, loin de la théorie, pour voir comment on va switcher dans un premier temps un malade de l'AVK à l'AOD et comment le gérer dans un second temps en péri-opératoire. Et sans trop tarder, je donne la parole au professeur Chaib. Le professeur Chaib, vous le connaissez tous, il est le chef de service de rythmologie. C'est lui qui m'a chassé du service pour prendre ma place. C'est quelqu'un qui a des qualités humaines indiscutables. Il a fait l'unanimité autour de lui. Et même loin du service, j'apprécie qu'il y a une excellente ambiance sous sa tutelle et je lui donne la parole sans trop tarder. Merci beaucoup, cher professeur Moustapha, pour ces gentils mots. Me donner un peu du temps pour que je partage mon écran. Et je suis ravi d'être parmi vous encore une fois. Bonsoir, merci beaucoup. Je suis très content d'être avec vous pour ce webinaire qui devient actuellement une coutume aussi bien pour la SMC que pour l'ANCAR et les autres sociétés savantes. Je suis très content de participer à cette soirée thématique sur l'usage des nouveaux anticoagulants AOT. Et nous allons essayer de voir comment switcher de l'AVK à l'AOT. Comme vous savez tous, l'antivitamine K est resté pendant plusieurs décennies l'anticoagulant oral de référence. Et malgré ça, les complications aussi bien emboliques qu'hémorragiques ne sont pas rares. Et c'est pour cela que les nouveaux anticoagulants, les NACO ou ce que nous appelons actuellement les anticoagulants oraux directs ou AOT,
constituerait une alternative séduisante et sûre, ce que nous allons essayer de voir à travers ce cas clinique d'une patiente de 70 ans, diabétique, en fibrillation atriale sous antivitamine K, et qui vient vous voir parce qu'il a présenté il y a 7 jours un accident ischémique transitoire. Il vient vous voir parce qu'il n'arrive pas à expliquer et n'arrive pas à accepter cette AIT, d'autant plus que ces 5 derniers INR sont entre 2,4 et 2,9, donc dans la fourche thérapeutique. Et finalement, il a marre de refaire des TP et INR qui seraient inutiles. Il a peur d'avoir un autre accident thromboembolique. Il aimerait bien prendre ce nouveau anticoagulant dont tout le monde parle. Son désir est légitime, sauf qu'il faut lui expliquer certains points, notamment lui dire que switcher d'un antivitamine K à un AOT est complètement justifié parce qu'il y a beaucoup d'arguments raisonnables pour ce switch. Notamment, il y aurait moins de risques hémorragiques sous AOT, il y aurait moins de complications thromboemboliques sous AOT par rapport aux antivitamines K. Il est sûr que la patiente n'aura pas besoin de bilan fréquent, d'autant plus que la labilité de l'anticoagulation qu'on voit chez les antivitamines K est presque inexistante sous AOT. Il est actuellement évident que aussi bien les patients sous AVK que les patients dits naïfs qui n'ont jamais pris d'anticoagulants vont bénéficier des AOD et que, comme le dira notre ami Dr Ahmed Tlazi, les AOD permettent une meilleure gestion de l'anticoagulation périprocédurale et notamment il y a de plus en plus d'antidotes spécifiques qui sont disponibles actuellement. Il y a certaines questions qui méritent qu'on s'arrête un peu et qu'on débatte, notamment cette réputation qu'ont les AOD d'avoir moins d'interactions médicamenteuses par rapport aux AVK, on y reviendra, et la préférence des patients, puisque même si le patient préfère être sous AOD, tous ne sont pas éligibles à cette nouvelle molécule. Notamment, on ne pourra jamais, pour le moment en tout cas, prescrire un AOD chez les patients qui ont une prothèse valvaire mécanique. Il ne s'est pas encore indiqué chez les patients qui ont une sténose mitrale sévère. Ce n'est pas indiqué chez les patients qui ont un syndrome des antiphospholipides. C'est toujours contre-indiqué chez les patientes enceintes, chez les femmes qui allaitent, ou tout simplement chez les femmes qui sont en âge de procréer parce qu'ils risquent de tomber enceinte. On ne doit pas prescrire un AOD. C'est toujours contre-indiqué chez les patients qui ont une insuffisance rénale sévère avec une clairance inférieure à 15 litres par minute. Et c'est toujours contre-indiqué chez certains patients porteurs de certaines tumeurs malignes ou sur certaines chimiothérapies, nous y reviendrons. À part cela, l'AOD, selon les dernières recommandations européennes, doit être prescrit chez tout le monde. Et si vous décidez ou si le patient préfère de rester sous antivitamine K, il faut que vous assurez qu'il soit le plus longtemps possible dans le range thérapeutique, le Time in Therapeutic Range, le fameux TTR. Et nous allons voir ce TTR d'un peu plus près à travers ce registre de Dresden qui s'est intéressé aux patients qui sont sous anticoagulants, qui sont en fibrillation sous anticoagulants, et surtout à ce groupe qui n'a pas été switché de l'antivitamine K vers l'AOT. C'est un groupe de 427 patients parmi 1133, et ce sont des patients vraiment triés sur le volet. Ils ont peu d'histoires d'accidents emboliques ou hémorragiques par rapport aux autres groupes. Ils ont un INR relativement stable. Peu prennent des anti-inflammatoires non stéroïdiens ou des anti-agrégants plaquettaires et leur fonction rénale est relativement correcte par rapport aux autres groupes. Et aussi leur ASPLET, il est très peu fréquemment supérieur à 2 si on le compare au groupe dont 52% sont supérieurs à 2. Pour ce groupe-là, ils sont juste 38,2% qui ont un ASPLET supérieur ou égal à 2. Donc finalement, ce sont des patients à très faible risque hémorragique. Et malgré le fait que ces patients avaient un TTR à 75%, donc finalement très satisfaisant, 22 parmi eux ont fait une hémorragie majeure. Nous mettons un ratio à 4,1% par an, avec une fatalité chez 16,3% des patients. Et ce sont les mêmes chiffres que nous retrouvons avant l'ère
des AOD ou même avant l'ère de cette notion de TTR, où il y avait déjà un taux de 4 à 6,5% par an d'hémorragie majeure et une fatalité à 90 jours de 15 à 18%. Et donc, il vaut mieux, même si le TTR est bon, il vaut mieux prescrire chez ces patients un AOD que se fier à un traitement antivitamine K avec un INR satisfaisant. Donc, le TTR est finalement faussement rassurant, l'INR est faussement rassurant. Un autre paramètre dont il faut tenir compte est l'âge du patient. Et comme notre patiente qui a 70 ans, on va prendre comme argument ce groupe qui est pris du registre ou de l'étude préfère qui a comparé les antivitamines K et les AOD chez les sujets âgés. Et donc, parmi 3825 patients, les auteurs se sont intéressés à voir est-ce que la VK ou l'AOD font la même chose. Et les AOD, là en vert, donnent finalement moins de complications hémorragiques, moins de complications thromboemboliques, qu'elles soient cardiaques ou vasculaires. Et quand ils ont conclu que l'AVK, plutôt l'AOD, est très safe chez les patients âgés. Autre chose qui doit nous interpeller et qui interpelle cette patiente, c'est cet accident ischémique transitoire. Il vous dit, est-ce que les AOD apportent plus de sécurité? Effectivement, les recommandations de la Société européenne apparues en août 2020 nous permettent de rassurer cette patiente puisqu'ils nous disent avec un classe 1 de recommandation que chez les patients en fibrillation atriale avec un accident ischémique transitoire constitué, la prévention secondaire au long terme doit se faire par des anticoagulants oraux et il est préférable d'utiliser les AOD par rapport aux AVK dans cette prévention secondaire. Et que les AOD seraient associés à une meilleure efficacité en prévention secondaire, mais aussi à une meilleure sûreté concernant les complications hémorragiques chez ces patients-là. Et même les patients qui ont fait une hémorragie intracrânienne, les recommandations avec une classe de A nous disent qu'il est préférable de faire la prévention de l'AVC ischémique chez ces patients par les AOD par rapport aux antivitamines K, aussi bien chez les patients qui ont une hémorragie intracrânienne d'origine traumatique que d'origine spontanée. Et donc, c'est rassurant pour cette patiente, vous le rassurez. Et avant de sortir, elle vous dit, docteur, j'ai 70 ans, je risque d'avoir un cancer. Est-ce que les AOD sont sûrs? C'est une question pertinente. Et puisque actuellement, les standards seraient de mettre les patients qui ont un cancer et qui ont besoin de coagulation, soit d'antivitamine K ou de l'héparine de rapport moléculaire. Mais il y a beaucoup d'études actuelles qui sont encourageantes sur l'effet et l'utilité des AOD chez les patients cancéreux. Il faut juste prendre en considération les risques relatifs à la fibrillation atriale, que ce soit les risques ischémiques que hémorragiques, les risques relatifs au type de cancer, les risques relatifs au traitement, notamment la thrombocytopénie que peut créer le traitement anticancéreux, et prendre en considération aussi que aussi bien le risque thromboembolique que le risque hémorragique sont élevés lorsque le cancer est actif. Et ce registre national danois s'est intéressé aux patients cancéreux qui sont sous anticoagulants, aussi bien l'AOD que l'AVK. Et ils ont constaté qu'il n'y a finalement pas une grande différence entre ces différents patients. Et la conclusion, c'est que leur étude a montré des risques similaires, aussi bien thromboliques qu'hémorragiques, chez les patients en fibrillation atriale, avec ou sans cancer, qu'ils soient sous AVK ou sous AOD. Donc finalement, on n'a pas pu tirer de conclusion sur la supériorité d'une famille thérapeutique par rapport à l'autre. Par contre, l'étude Aristote, qui s'est intéressée à l'apixaban, a montré dans son groupe de 1236 patients qui ont une histoire de cancer, soit récent pour 157 patients, soit ancien, qu'il n'y a pas une interaction significative entre le statut de cancer et le traitement anticoagulant, aussi bien pour les complications thromboemboliques que pour la sûreté des médicaments. Et la conclusion était même meilleure que l'apixaban ou l'AOD était d'efficacité supérieure par rapport à l'AVK sur les complications thromboemboliques cérébrales ou systémiques chez les patients avec ou sans cancer.
Donc, finalement, c'est une molécule qui paraît sûre, mais comment switcher? Il y a un papier qui est apparu sur l'European Heart Journal par la Société européenne et qui constitue un guide pratique pour le switch et qui simplifie les choses. Il faut juste arrêter l'antivitamine K, doser linéaire, et dès qu'il est inférieur ou égal à 2, vous pouvez commencer immédiatement l'AOT. S'il est supérieur à 3, il faut retarder la prise de l'AOT, avec quelques dérogations pour certaines molécules, notamment le rivaroxaban peut commencer dès que l'INR est inférieur à 3 et l'édoxaban dès qu'il est inférieur à 2,5. Cependant, avant de prescrire une molécule, il faut prendre en considération beaucoup de paramètres, notamment choisir la bonne drogue et surtout la bonne dose selon l'indication thérapeutique, l'âge du patient, son poids actuel, ses préférences, son style de vie. Préfère-t-il prendre une molécule en monoprise ou en 2 prises? Sa fonction rénale, il faut faire attention dès que la fonction est inférieure, que la clairance est inférieure à 30 minutes par minute, quelle que soit la molécule que vous allez prescrire, la supposée interaction médicamenteuse dont on va parler, et ne pas oublier surtout de donner, comme pour les antivitamines K, une carte d'alerte d'anticoagulant que doit prendre le patient avec lui et qu'il faut le lui remettre, en parler avec son médecin traitant parce que ça reste un médicament nouveau pour plusieurs praticiens. Concernant les interactions médicamenteuses, le papier qui est apparu en 2018 cite beaucoup d'interactions avec les antibiotiques, les antifongiques et les antimitotiques. On va s'intéresser aux interactions avec les médicaments que nous utilisons beaucoup en cardiologie et en rythmologie, notamment l'amiodarone qui est prescrite chez beaucoup de patients en fibrillation atriale. Vous voyez qu'il est en interaction avec presque les 4 molécules des AOT. Même si les effets sont mineurs pour le rivaroxaban, c'est quand même en jaune, il faut faire attention. Peut-être que la digoxine, diltiazème sont moins concernés par ces interactions. Par contre, la dronédarone est probablement carrément contre-indiquée en association avec toutes les molécules des AOT actuelles. La quinidine aussi, il faut faire attention. Le verapamil également. Peut-être qu'il n'y a pas de data pour la pixaban, mais pour le dabigatran, les rivaroxaban, il faut faire attention. Les doxaban aussi. Donc, c'est des molécules que nous utilisons fréquemment. Il faut savoir les apprécier lorsque vous les prescrivez en association avec les AOT. Il faut aussi tenir compte de l'âge. Il y a certaines molécules qui nécessitent une adaptation des doses, le poids du patient, surtout lorsqu'il a un faible poids. Il faut faire attention à la fonction rénale et à son évolution entre chaque consultation. Il faut prendre en considération les autres facteurs qui augmentent le risque hémorragique, notamment les anti-inflammatoires non stéroïdaires, les anti-agrégants plaquettaires, un antécédent d'hémorragie digestive, une chirurgie récente sur un organe cible, une fragilité en risque de chute, l'anémie, la thrombocytopénie qui prédispose à l'hémorragie, ou peut-être signe qu'il y a une hémorragie lorsque vous trouvez une anémie récente. Je reviens aussi à cette carte d'AOT. Vous la trouverez sur le site de l'European Society of Cardiology. Vous pouvez l'adapter à votre service ou à votre cabinet comme nous l'avons fait nous. Mais il faut faire attention à cette carte. Il faut la donner à votre patient. Il contient des instructions importantes pour le patient, mais aussi pour le professionnel de santé qui va suivre ce patient et pour qui cette molécule est nouvelle. Parfois, il la considère comme l'antivitamine K. Il faut lui rappeler qu'il ne faut pas doser l'INR, le TP tout le temps, mais également qu'elle n'est pas une molécule anodine, qu'il faut surveiller le patient autant que sous antivitamine K. Comment va se faire le suivi? D'habitude ou habituellement, c'est une visite de chaque trimestre, plus ou moins chaque trimestre. Et dans chaque visite, il faut insister sur l'adhérence, la compliance des patients. Il faut exiger qu'il ramène avec lui sa carte. Il faut s'assurer qu'il prend régulièrement son traitement. Lui indiquer certaines applications, notamment actuellement avec les smartphones, qui lui permettent de se rappeler du rendez-vous de ces médicaments. Chercher des signes visibles ou indirects de complications thromboemboliques systémiques et parfois pulmonaires,
le rassurer que lorsqu'il a des petites hémorragies, qu'il ne faut pas arrêter le traitement, notamment les gingivorragies, des petits épistaxis, et que lorsqu'il y a des hémorragies importantes, il faut avoir le réflexe soit d'appeler son médecin traitant, voire même d'arrêter et d'appeler son médecin traitant. Il faut à chaque visite voir les effets indésirables associés à l'AOD et décider de la continuité, de continuer ou pas ce traitement. Il faut prendre en considération les médicaments associés, que ce soit prescrit par vous-même ou par d'autres médecins, et faire attention à les interactions médicamenteuses. Il faut faire un bilan biologique de façon régulière, au moins une fois par an chez tous les patients, parfois plus fréquemment lorsqu'ils sont âgés, lorsque leur fonction rénale est altérée. Par exemple, lorsqu'on nous dit qu'il faut diviser la clairance par 10 pour avoir la périodicité des visites médicales. Par exemple, si c'est un patient à 50 millilitres de clairance divisé par 10, ça se fera 5 mois. Pour la visite à 40, c'est 4 mois. Il faut chercher les conditions qui peuvent impacter la fonction rénale ou la fonction hépatique et doivent nous conduire à soit réduire la dose, soit arrêter l'AOD complètement. À chaque visite, il faut insister sur le contrôle des facteurs de risque d'hémorragie, notamment l'hypertension artérielle. Lorsqu'il n'est pas contrôlé, il prédispose à des hémorragies fatales. Les médicaments qui prédisposent à l'hémorragie aussi. Et il faut à chaque fois s'assurer qu'on est toujours dans la bonne dose, selon la fonction rénale, la fonction hépatique, l'âge du patient, son poids, et ne pas hésiter à adapter la dose entre chaque consultation. Donc, pour conclure, l'AOD peut être pour tout le monde. Il y a actuellement même des études rassurantes ou prometteuses, je dirais, chez les patients valvulaires. Ça paraît simplifier l'anticoagulation, notamment par le contrôle de l'effet anticoagulant, mais ça n'empêche qu'il y a beaucoup d'autres interactions médicamenteuses qu'il faut savoir, puisque c'est une nouvelle molécule qui va nécessiter une adaptation aussi bien pour le praticien que pour le patient, et la surveillance doit être au moins aussi attentive que pour les antivitaminiques K. Si vous vous demandez c'est quoi cette photo, c'est tout simplement une caricature que m'a fait un ami qui m'a offert, et c'est comme ça qu'il m'imagine. Je pense que vous aussi. Je vous remercie pour votre attention. Merci, professeur Chaib. Merci, professeur Chaib, pour ta présentation. Il y a déjà pas mal de questions que nous avons reçues. Et sans tarder, nous laisserons les questions à la fin. Je donne la parole au docteur Amel Tazi. Amel Tazi, c'est la responsable du laboratoire de rythmologie à l'hôpital Cheikh Zayed de Rabat. C'est une dame qui a beaucoup de mérite, qui travaille ardemment avec un esprit universitaire, et ça fait plaisir de modérer une table où tu vas parler. À toi, Amal, la parole. Très bien, merci beaucoup, professeur Moustafir. Je remercie également professeur Ouad et donc l'ensemble du bureau de la Société marocaine de m'avoir associé à cette réunion. Donc, comme vous l'avez bien vu, nous avons, avec mon ami et frère, professeur Ali Chaib, choisi un thème qui se révèle être très pratique, et ce sera vraiment l'objectif de ma présentation également. Donc, moi, je m'attacherai surtout à aborder la question de la gestion des AOD en périopératoire. Alors, avant tout, je tiens à déclarer n'avoir aucun lien d'intérêt financier avec le laboratoire qui est susceptible de modifier mon jugement. Voilà. Alors, je commencerai ma présentation en étant aussi provocatrice, on va dire, que mon ami professeur Chaib, en insistant en effet que la prescription des AOD actuellement doit être envisagée en première intention, et tout ça pour la simple raison que l'utilisation actuelle des AOD a été validée par de nombreux essais randomisés qui incluent de très nombreux patients et dont les indications sont clairement admises et reconnues de tous, donc à savoir la prévention du risque thromboembolique dans la F1 ou valvulaire, le traitement curatif de la maladie thromboembolique et la prévention de la maladie thromboembolique veineuse en chirurgie orthopédique. Alors, les résultats des essais de pivot qui ont évalué tous ces AOD sont sans équivoque
aussi bien sur le critère primaire d'efficacité avec donc une non-infériorité des AOD versus AVK sur la réduction du risque cardio-embolique, avec même une supériorité pour certains d'entre eux, notamment le dabigatran à la dose de 150 150 fois 2, mais surtout les AOD sur le critère de tolérance et de sécurité permettent de réduire de 50% les accidents vasculaires cérébro-hémorragiques. Et donc ça, c'est un critère qui est quand même très important dans le choix du traitement anticoagulant chez les patients ayant une indication. Alors, quelle est la problématique qui est posée par les AOD? Eh bien, au cours de la vie d'un patient qui est sous traitement anticoagulant, presque 25% des patients vont un jour ou l'autre avoir besoin d'un arrêt temporaire de l'AOD pour un acte ou une chirurgie élective. Et par conséquent, la gestion périopératoire va devoir prendre en considération deux risques. Donc, tout d'abord, le risque thromboembolique, donc pour lequel le patient est sous traitement anticoagulant oral direct, et le risque hémorragique qui inclut deux éléments. Tout d'abord, le risque hémorragique qui est lié à la procédure, mais également le risque hémorragique qui est lié au patient lui-même. Et donc, je vais essayer, sur la base de ce que j'ai trouvé un peu dans la littérature, en me concentrant principalement sur des consensus d'experts, parce qu'il n'y a pas de recommandations, et je tiens à le préciser. Donc, je m'attacherai à vous détailler le consensus d'experts du groupe d'intérêt d'hémostase péri-opératoire et le guide pratique d'utilisation des NOAC publié par les Européens récemment en 2018. Alors, je commencerai tout simplement par un premier cas clinique très simple qui est celui d'un patient, M. Adib, âgé de 76 ans, qui est diabétique et hypertendu, qui est traité pour une FA paroxystique documentée par du dabigatran à la dose de 150 mg 2 fois par jour. Il a une fonction rénale qui est strictement normale, avec une clairance calculée à 85, et il a un problème d'arthrose du genou. Et donc, notre collègue, le rhumatologue, nous l'adresse pour un avis cardiologique, avant de faire une infiltration intra-articulaire programmée, en nous posant la question tout simplement, est-ce qu'il faut arrêter les AOD avant cette procédure-là? Donc, avant de discuter de l'arrêt de ce traitement anticoagulant, il est important tout d'abord de revoir l'indication, surtout si vous ne connaissez pas ce patient. Donc, dans ce cas de figure, ce patient a une indication qui est évidente et qui est formelle. C'est un patient qui cumule un certain nombre de facteurs de risque, qui a un score de risque thromboembolique SHADS-VASc qui est calculé à 4, avec un score hémorragique qui est plutôt faible. Donc, a priori, ce patient est bien anticoagulé et avec la bonne dose. Il faut également vérifier si le patient n'a pas d'interférence médicamenteuse avec d'autres médicaments, et ça, on l'a bien vu juste auparavant. Il faut véritablement vérifier si le patient n'a pas d'anti-inflammatoires ou d'anti-agrégants qui peuvent éventuellement potentialiser le risque hémorragique de ce patient-là. Et enfin, on se pose la question, quel est le risque hémorragique lié à l'infiltration intra-articulaire? Alors, dans le guide pratique d'utilisation des NACO, les experts européens classent les infiltrations périarticulaires ou articulaires comme étant un acte à risque hémorragique mineur, de la même manière que la chirurgie ophtalmique, la chirurgie bucco-dentaire, l'endoscopie diagnostique sans résection ni biopsie et la chirurgie superficielle. Donc, a priori, c'est un acte qui ne saigne pas beaucoup. Et donc, dans ce cas de figure, faut-il arrêter ou pas le dabigatran? Eh bien, les experts recommandent de ne pas faire de fenêtre thérapeutique. Donc, il n'y a pas d'indication à interrompre les anticoagulants oraux directs. Mais par contre, on peut programmer le geste à distance de la dernière prise du médicament, c'est-à-dire 12 à 24 heures après la dernière prise. Une fois l'infiltration faite, eh bien, le patient pourra reprendre son traitement anticoagulant oral direct dans un délai de 6 heures. Mais je tiens quand même à mettre un petit bémol sur cette proposition, on va dire, et non pas une recommandation, c'est qu'il faut tout de même intégrer dans notre réflexion la qualité de la fonction rénale du patient. Et je vous laisse regarder ce diagramme. Comme vous le voyez, lorsque le patient a une fonction rénale qui est normale, c'est-à-dire ici représentée en rouge, la pharmacocinétique du produit est clairement notifiée. Mais dès lors que le patient a une fonction rénale qui commence à s'altérer, vous avez ici en gris une pharmacocinétique qui est un petit peu plus importante, témoignant des taux de circulation plus importants du produit. Et donc, peut-être que
cette recommandation, il faut la prendre en considération, mais il faut aussi l'intégrer dans un contexte clinique chez un patient avec une fonction rénale qu'il faudra évaluer avant de décider d'interrompre ou pas le traitement anticoagulant. Donc, en pratique, pour ce patient qui est candidat à un acte à risque hémorragique mineur, il n'y a pas d'indication à arrêter le traitement anticoagulant dans les jours qui précèdent l'infiltration. Par contre, on lui proposera de suspendre la prise du matin et il pourra prendre sa deuxième prise le soir, donc dans un délai d'au moins 6 heures après l'infiltration. Alors, on va tout de suite passer au deuxième cas clinique qui correspond toujours à notre même patient, qui, quelques années plus tard, il a 80 ans, il perd un petit peu de poids, il a toujours son diabète et son HTA qui sont bien équilibrés et cette fois-ci, sa fibrillation atriale évolue selon le mode permanent. Il est toujours sous la même dose de dabigatran à la dose de 150 mg 2 fois par jour et il fait des épisodes de méléna avec une déglobulisation importante, une déglobulisation importante avec une fonction rénale qui reste plutôt correcte, certes un petit peu diminuée par rapport à quelques années auparavant. Et donc, son médecin gastro nous l'adresse pour un avis cardio avant d'envisager des explorations digestives, notamment une fibroscopie et une biopsie programmée. Alors, cette situation clinique, elle est très fréquente et je suis sûre que vous la vivez assez régulièrement. Et elle nous amène à nous poser plusieurs questions. Tout d'abord, pourquoi est-ce que le patient fait un accident aux anticoagulants? Est-ce que l'anticoagulant a révélé une pathologie gastrique jusque-là méconnue ou alors est-ce que le patient est en surdosage? Et deuxième élément de question, est-ce qu'il faut arrêter les AOD dans les jours qui précèdent une exploration digestive? Combien de temps faut-il les arrêter? Et enfin, quand est-ce qu'il faut les reprendre? Alors, dans le guide pratique européen, l'endoscopie avec biopsie est classée parmi les actes à risque hémorragique faible, c'est-à-dire c'est un acte pour lequel le saignement attendu est minime, facilement contrôlable et sans répercussions cliniques graves. Alors, vous retrouverez également dans cette catégorie d'actes et de procédures invasives les biopsies prostatiques ou vésicales, les procédures de rythmologie, de la même manière que les angiographies non coronaires. Donc, a priori, le patient aurait un risque hémorragique qui est faible. Mais il ne faut pas oublier que le patient, il a un terrain, il avance dans l'âge et à cet âge, c'est-à-dire à 80 ans, eh bien, le rein, ce n'est pas rien. Donc, il faut vraiment s'en occuper, il faut le surveiller. Et c'est la raison pour laquelle, chaque fois que votre patient est sous traitement anticoagulant, le risque thromboembolique et le risque hémorragique doivent être réévalués de manière continue le long du suivi. Alors, par rapport à l'indication de l'anticoagulation, on a bien vu qu'elle était formelle. C'est un patient qui est en fibrillation atriale, il est à haut risque thromboembolique, donc l'indication de l'AOD est indiscutable. Mais par contre, la dose qu'il prend, qui est une dose de 150 mg x 2 par jour, est une dose qui est suprathérapeutique. Pourquoi? Eh bien parce que je vous rappelle que dans le contexte particulier de la prescription du dabigatran, le simple critère de l'âge à partir de 80 ans est un critère d'ajustement et c'est la raison pour laquelle, lorsque vous êtes dans cette situation, il faut rester très vigilant et adapter la posologie du dabigatran en fonction des critères spécifiques à chacun des AOD. Et dans le contexte particulier du dabigatran, le simple critère de l'âge est un critère qui justifie un ajustement de dose et une réduction à la dose de 110 mg 2 fois par jour. Le deuxième message que j'aimerais faire passer, c'est que ce patient, il a, au décours de la déglobulisation, aggravé un petit peu sa fonction rénale et la réévaluation de la fonction rénale doit être un élément très, très important dans le cadre du suivi du patient et ce en particulier, pas uniquement sur le suivi chronique, mais à l'occasion de tout événement aigu, c'est-à-dire une déshydratation, une hémorragie ou tout épisode infectieux. Alors, dans le guide pratique de recommandation des Européens, la prescription du dabigatran et des autres AOD doit ainsi tenir compte de la qualité de la fonction rénale. Ainsi, pour les patients qui sont candidats à une procédure à bas risque hémorragique, eh bien, le délai d'arrêt des AOD
ne doit pas être aléatoire, il doit se faire en fonction de la clairance de la créatinine. Ainsi, pour les patients qui ont une clairance de créatinine normale supérieure à 80, on pourra surseoir au traitement pendant une durée de 24 heures. Mais dans le contexte particulier de notre patient, qui a une clairance à 60 ml par minute, eh bien, il faudra arrêter le traitement pendant une durée d'au moins 36 heures, c'est-à-dire sauter au moins 3 prises de ce médicament-là. Donc, en pratique, pour notre patient qui a une clairance à 60 ml par minute, eh bien, il faudra arrêter le traitement au moins 3 doses avant l'intervention et le jour même de l'intervention. Et il sera ensuite possible de reprendre le traitement dans un délai de 6 heures après l'exploration digestive. Alors, pour ne pas parler que de ce guide pratique d'utilisation des NACO, j'aimerais tout de même aussi évoquer donc, cette autre référence que vous trouverez également dans PubMed, qui est le groupe d'intérêt d'hémostase périopératoire, alors, qui en fait est un consensus d'experts. Et pour ce qui est de ce consensus d'experts, eh bien, les recommandations sont différentes. Elles sont beaucoup plus simples. Donc, lorsqu'il s'agit d'un AOD qui se prend en 2 prises par jour, il recommande tout simplement, dans le contexte d'un geste invasif à faible risque hémorragique, de suspendre la prise de l'AOD la veille au soir et le matin même de l'intervention, avec la possibilité de reprendre le médicament dans les 6 heures qui suivent l'intervention. Mais là encore, je mettrai un petit bémol sur cette proposition de prise en charge et de gestion de l'arrêt de l'AOD, puisqu'on a bien vu que la qualité de la fonction rénale pouvait donc interférer donc, sur la pharmacocinétique du traitement anticoagulant oral direct. Et par conséquent, la prise en compte de la qualité de la fonction rénale permet de mieux appréhender et de mieux asseoir le risque hémorragique qui est lié à la procédure. Alors, on va tout de suite passer à une autre situation clinique qui concerne toujours notre patient, M. Adib. Donc, il avance dans l'âge, il a 82 ans, il est toujours en FA permanente, à haut risque thromboembolique, donc justifiant un traitement anticoagulant par dabigatran, cette fois-ci à la bonne dose ajustée de 110 mg x2 par jour. Il prend du verapamil pour un meilleur contrôle de sa fibrillation atriale et donc pour de l'hypertension artérielle. Et il a une fonction rénale qui s'est un tout petit peu dégradée avec le temps, qui est passée à 55 ml par minute. Et son médecin traitant nous l'adresse pour un avis cardiologique avant une résection prostatique transurétrale sous anesthésie péridurale. Alors, cette situation est également une situation qui est très fréquente et donc on est amené à se poser plusieurs questions. Quel est le risque hémorragique qui est lié à la résection prostatique? Comment vais-je gérer les AOD en périopératoire? Et est-ce qu'il est justifié de faire un relais héparinique? Alors, donc pour définir ce que c'est qu'un acte invasif à risque hémorragique élevé, eh bien, c'est un geste qui ne peut être raisonnablement fait en présence d'un traitement anticoagulant. Et donc, dans ce contexte, la suspension du traitement anticoagulant oral direct est obligatoire et elle est tributaire de plusieurs éléments. Tout d'abord, elle est tributaire de la pharmacocinétique du produit, elle est tributaire des comédications du patient et elle est également tributaire de la qualité de la fonction rénale. Alors, je vous fais allusion donc, aux résultats de sous-études des essais pivots qui ont essayé donc d'évaluer la concentration résiduelle des AOD donc, après plusieurs demi-vies de suspension. Et comme vous le voyez, donc le dabigatran, qui est un anti-2, est un médicament qui est principalement un métabolisme rénal et dont la demi-vie en moyenne est à peu près de 13 à 14 heures, tandis que pour ce qui est des anti-10, ils ont une demi-vie, ils ont surtout un métabolisme qui est plutôt fécal avec une demi-vie en moyenne de 12 heures. Et dans ces différents essais, il a été démontré en fait qu'en moyenne, après donc 4 demi-vies, c'est-à-dire une suspension du traitement AOD d'environ 3 jours, eh bien, la concentration en AOD était située en dessous du seuil hémostatique de 20 à 30 nanogrammes par millilitre. Alors, pour asseoir cette donnée, je vous fais référence à cet article
Donc, une très belle étude qui est une étude multicentrique qui a inclus 422 patients traités par NOAC et nécessitant une procédure invasive et chez qui on a mesuré les concentrations péri-procédure en AOD après 24 heures, 48 heures et 72 heures. On a également fait des tests d'hémostase conventionnels pour voir s'ils avaient un intérêt dans la prédiction de ces concentrations minimales. Alors, les résultats de ces études sont plutôt rassurants et rejoignent un petit peu donc, ce qui a été démontré dans les essais pivots, à savoir que après un arrêt du traitement anticoagulant entre 49 à 72 heures, eh bien, près de 95% des concentrations en AOD étaient situées en dessous du seuil de 30 nanogrammes par millilitre, avec une spécificité de 91%. Donc, cette donne, elle est véritablement très rassurante puisque elle nous confirme en effet qu'à partir de 3 jours d'arrêt, on est déjà plutôt dans une situation où le patient a un faible taux de concentration résiduelle de l'AOD circulant. Autre élément, les auteurs ont en effet démontré que les patients qui avaient une altération de la fonction rénale et une clairance en particulier inférieure à 50, et en particulier pour ceux qui avaient des traitements antiarythmiques, eh bien, ces patients-là avaient des facteurs prédictifs de complications hémorragiques. Donc, ça soutient encore une fois l'intérêt qu'il faut porter à la surveillance de la fonction rénale et surtout aux comédications associées chez les patients qui sont sous traitement anticoagulant oraux direct. Donc, en pratique, pour notre patient qui doit avoir une résection transurétrale, donc qui est un geste à haut risque hémorragique et qui a une fonction rénale qui est modérément altérée avec une clairance à 55 ml par minute, eh bien, il faudra qu'on saute au moins 3 jours de traitement, en plus, bien évidemment, de la prise du matin qui doit être faite le jour même de l'intervention. Alors, ces recommandations sont concordantes avec celles qui sont proposées par le GIHP. Donc, pour les patients qui sont sous dabigatran et avec une fonction rénale qui est au-delà de 50 ml par minute, eh bien, il faudra arrêter le traitement pendant 3 jours. Donc, la dernière prise du médicament autorisé, c'est J-4 et les 3 jours qui précèdent l'intervention, donc 0 AOD. Pour les patients qui ont une fonction rénale qui est altérée avec une clairance entre 30 et 50, eh bien, il faudra rajouter un autre jour supplémentaire d'arrêt, donc 4 jours d'arrêt du traitement. Alors, y a-t-il un intérêt à relayer les patients par une héparine? Et là, je fais en fait un petit clin d'œil à nos amis les réanimateurs qui, parfois, par mesure de sécurité, hein, bien évidemment, ce n'est pas pour d'autres raisons, par mesure de sécurité, lorsque l'on leur préconise d'arrêter les AOD, ils prescrivent une héparinothérapie dans le contexte périopératoire. Alors, cet article est très intéressant puisqu'il va justement, donc, on va dire, tuer cette idée selon laquelle l'héparinothérapie préopératoire est importante pour ces patients. Eh bien, dans ce travail, les patients donc, qui avaient un traitement anticoagulant qui était programmé pour un acte invasif, ont été relayés par héparine et on a comparé un petit peu quels étaient les événements hémorragiques. Regardez bien. Donc, les patients qui sont aussi bien sous dabigatran que sous antivitamine K font autant de complications hémorragiques, mais dès lors que les patients sont relayés par une héparinothérapie, eh bien, les complications hémorragiques sont beaucoup plus importantes, donc sous relais, avec donc, une multiplication du risque hémorragique par 4,6 chez les patients qui sont sous AVK et une majoration du risque hémorragique par 3,7 chez les patients sous dabigatran, le tout sans qu'il y ait véritablement de bénéfice sur la réduction des accidents thromboemboliques. Donc, le message à faire passer, donc, en relais, donc, après un arrêt donc, du traitement AOD, le relais par héparine n'est pas nécessaire, voire même à éviter. Alors, toujours donc, pour nos amis les réanimateurs, la ponction et les anesthésies neuroaxiales sont des gestes qui sont strictement contre-indiqués chez les patients qui sont sous AOD et ces gestes-là ne peuvent être faits que lorsque la concentration en AOD est nulle au moment de la ponction. Et c'est la raison pour laquelle le consensus d'experts propose donc la dernière prise de l'AOD à J-5 pour les anti-10 et le dabigatran, et ceci en l'absence d'insuffisance rénale. Alors, il ne faut pas oublier, donc on l'a bien précisé auparavant,
qu'il y a un certain nombre d'interactions médicamenteuses et qu'il faut absolument prendre en considération pour tous les AOD, et en particulier donc, pour le dabigatran, donc, qui effectivement voit son effet potentialisé en présence de traitements antiarythmiques tels que l'amiodarone et la dronedarone, ou en présence de certains traitements bradycardisants tels que le verapamil. Donc, dans ces conditions, alors, si l'on est amené à arrêter le traitement par AOD, il est possible de rajouter un jour d'arrêt supplémentaire chez ces patients-là pour pouvoir justement permettre une réduction encore plus importante du taux de circulation du traitement AOD. Donc, au final, notre patient donc, qui est candidat à cette résection, donc il est candidat à un acte à risque hémorragique élevé. Il a une clairance à 55, donc selon le guide pratique, il faudra arrêter l'AOD donc, pendant une durée de 3 jours en préopératoire. Si l'on tient à faire une anesthésie par ponction rachidienne, il faudra au moins arrêter le traitement pendant 4 jours d'arrêt. Et pour les patients qui sont sous verapamil, il est recommandé donc de rajouter un jour d'arrêt supplémentaire, en particulier si le patient n'est pas à très haut risque thromboembolie. Donc au total pour ce patient-là, 5 jours d'arrêt du traitement seront plutôt mieux adaptés pour pouvoir permettre un geste dans de bonnes conditions de sécurité. Alors, est-il justifié de faire un relais héparinique? Donc, on l'a bien vu, pas de relais héparinique, étant donné que ça ne fait que majorer les complications hémorragiques sans bénéfice sur la réduction du risque thromboembolique. Et enfin, je termine sur ce dernier cas clinique qui concerne toujours notre patient, donc qui prend quelques années, il a 87 ans, il cumule donc un autre facteur de risque, en fait, il développe une cardiopathie ischémique stentée 3 ans plus tôt. Il est donc sous traitement AOD, donc à la dose de 110 mg en association avec de l'aspirine. Finalement, on lui a changé son verapamil par du bisoprolol et donc sous traitement statine, comme le veut donc l'ordonnance du coronarien. Sa fonction rénale s'altère un petit peu avec le temps. Il fait une chute de sa hauteur avec une fracture du col fémoral. Alors, selon le guide donc des recommandations, je vous rappelle que la chirurgie orthopédique majeure fait partie des interventions à risque hémorragique élevé. Alors, et cette situation clinique va nous amener à nous poser 3 questions. Tout d'abord, quel est le bilan biologique qu'il faut demander en urgence, puisqu'on est devant une situation où le patient va devoir être opéré dans les plus brefs délais. Est-ce qu'il y a une indication à antagoniser le patient avant la chirurgie? Et enfin, quel est le délai opératoire optimal pour pouvoir justement opérer ce patient dans de bonnes conditions? Alors, je vous rappelle que dans le contexte des situations d'urgence, le meilleur moyen d'évaluer un patient qui est sous AOD, c'est de mesurer la concentration résiduelle par les dosages spécifiques. Mais malheureusement, vous le savez bien, ces dosages spécifiques ne sont pas encore disponibles dans tous les établissements. Et par conséquent, on est obligé de se rabattre sur les tests d'hémostase conventionnels, même si l'on connaît bien donc la marge d'incertitude qui est liée justement à ces tests. Alors, dans le contexte particulier du patient qui est sous dabigatran, il faut savoir que le temps de quick n'est absolument pas sensible. Le temps de céphaline activée est sensible donc au taux de concentration du dabigatran et le temps de thrombine est extrêmement sensible. Ainsi, donc, dès lors que vous testez un patient en urgence et que vous avez un TCA normal et un TP normal, eh bien, ces valeurs nous permettent de conclure avec une relative fiabilité que la concentration en dabigatran est inférieure à 30 nanogrammes par millilitre. On a bien vu que c'était un seuil qui était hémostatique et qui est compatible avec une chirurgie urgente, ou si vous disposez du temps de thrombine qui là encore n'est pas toujours disponible en urgence, lorsque celui-ci est normal, il permet d'exclure de manière formelle une concentration résiduelle de dabigatran. Alors, faut-il antagoniser le patient avant la chirurgie? Donc, on est dans le cas de figure où le patient doit être opéré dans les 24 à 48 heures. Il a pris son traitement, donc son dabigatran. Il faut toujours donc préciser la date de la dernière prise et évaluer bien évidemment la fonction rénale du patient et surtout faire des dosages spécifiques si on les dispose. Mais si on ne les dispose pas, donc on se rabat sur nos tests conventionnels.
Alors, ces tests conventionnels ont été proposés par le groupe d'intérêt d'hémostase périopératoire déjà en 2013, mais n'ont pas été repris en 2016 puisqu'ils considèrent que les dosages spécifiques sont beaucoup plus adaptés à ces situations. Mais dans notre contexte marocain, dans notre contexte actuel, je pense que cet algorithme paraît tout à fait correct. Et donc, dans l'attente de faire des dosages spécifiques, on peut utiliser justement cet algorithme de prise en charge. Donc, pour les patients qui ont un ratio TCA inférieur à 1,2, eh bien, on peut opérer le patient dans les plus brefs délais. Mais dès lors que le patient a un ratio de TCA qui est supérieur à 1,5, eh bien, le patient est quand même à haut risque hémorragique. Il faudra donc, dans la mesure du possible, différer l'intervention dans un délai de 12 à 24 heures, refaire donc le dosage spécifique, donc s'il est possible de le faire, ou éventuellement refaire de nouveau les tests conventionnels. Et si le patient a une fonction rénale qui est altérée avec une clairance inférieure à 50, on pourra même discuter la dialyse pour pouvoir justement mieux appréhender les complications hémorragiques périopératoires. Alors, notre patient, Monsieur Adib, se trouve dans cette situation-là. Il a un ratio TCA qui est à 1,4, donc il est situé ici. Donc, c'est une discussion qui est en fait multidisciplinaire, qui se fait avec le chirurgien et avec lequel on va en fait négocier un petit peu le délai de retard, de l'intervention, sans pour autant faire perdre tout le bénéfice de l'intervention au patient. Donc, il faudra justement véritablement discuter avec le chirurgien. Si le chirurgien est intransigeant et qu'il faut opérer le patient assez rapidement, eh bien, l'intervention devra être faite. Et en cas de saignement, on pensera éventuellement à antagoniser, soit par l'antidote spécifique ou par les agents de réversion non spécifiques. Alors, voici ce que propose le GIHP, qui, dans sa version actualisée, c'est-à-dire en 2016, propose donc plutôt un algorithme qui est basé sur des cut-offs de concentration résiduelle du dabigatran. Donc, pour les chirurgies qui sont à risque hémorragique très élevé, telles que la neurochirurgie ou la chirurgie hépatosplénique, eh bien, le cut-off autorisé pour pouvoir opérer le patient, c'est une concentration résiduelle inférieure à 30 nanogrammes par millilitre. Pour ce qui est des patients à risque hémorragique élevé, tels que la chirurgie orthopédique, on peut opérer jusqu'à une concentration résiduelle qui monte jusqu'à 50 nanogrammes par millilitre. Et enfin, pour les patients qui se trouvent situés au-delà de ces valeurs, de ces cut-offs, il est préférable de différer l'intervention de 8 à 12 heures, de refaire les dosages spécifiques et éventuellement d'antagoniser pour anticiper sur les complications hémorragiques. Alors, je ne m'attarderai pas sur l'algorithme qui est proposé par le guide de prescription des NACO européens. Alors, c'est un algorithme qui est basé principalement, là encore, sur le dosage des concentrations spécifiques et sur l'utilisation des antidotes. Et malheureusement, ce sont des éléments qui ne sont pas toujours disponibles chez nous, dans nos établissements et dans notre contexte marocain. Donc, au final, pour M. Adib, il est candidat à une chirurgie à haut risque hémorragique élevé, dans un contexte d'urgence. Il faut donc de ce fait arrêter le dabigatran au moins 3 jours. Étant donné que sa fonction rénale est altérée, il faudra arrêter le traitement davantage, donc 4 jours auparavant. Préférer une anesthésie générale, et on a bien vu, donc dans le contexte de l'urgence, on a bien vu que la ponction et la rachianesthésie étaient strictement contre-indiquées si le patient a été sous AOD dans les jours qui précèdent. Et enfin, il faut surtout préciser les comédications éventuelles qui peuvent éventuellement favoriser des taux de concentration résiduelle plus élevés que ce qui est attendu. Le patient peut être maintenu, à mon sens, sous aspirine en préopératoire, mais on pensera à l'arrêter en post-opératoire, étant donné qu'on reprendra le traitement par AOD, et ceci conformément aux recommandations des patients coronariens qui doivent être anticoagulés au long cours. En l'absence d'antidote disponible, qui n'est pas toujours nécessaire, et devant la nécessité de réverser l'effet anticoagulant, eh bien, on pensera à antagoniser par les agents de réversion non spécifiques, c'est-à-dire les concentrés de complexe prothrombinique, l'hémodialyse, donc dans le contexte particulier du dabigatran,
et les transfusions et la transfusion sanguine. Voilà, donc en conclusion, la gestion périopératoire des AOD dans le contexte d'une situation programmée, donc c'est, on va dire, un petit peu simplifié. Elle est basée sur un concept de stratégie, on va dire, pharmacocinétique, qui prend en considération la fonction rénale, la demi-vie de l'anticoagulant oral direct et le niveau de risque de la chirurgie. Donc, à traitement ciblé, il n'est pas nécessaire de faire des tests conventionnels puisque donc, les dosages actuels des AOD ont tous été validés cliniquement donc, par les essais pivots sans surveillance. En plus de cela, nous n'avons absolument aucune cible donc, pour pouvoir ajuster le traitement. Par contre, il semble intéressant de faire des dosages spécifiques dans des situations particulières, donc en mesurant la concentration résiduelle, et ceci dans le contexte particulier d'une chirurgie urgente ou si le patient a l'indication d'une thrombolyse. Les études qui ont été publiées ont montré qu'un seuil, donc le seuil de 30 nanogrammes par millilitre correspond en fait à un seuil hémostatique qui est tout à fait compatible avec une chirurgie urgente. Et enfin, en cas d'accumulation du produit ou si le patient fait donc un surdosage, si le patient est totalement asymptomatique, eh bien, on adoptera plutôt la politique de wait and see. Donc, c'est une attitude donc, attentiste. Si le patient est symptomatique, en présence de l'antidote, eh bien évidemment, on privilégiera l'antidote, mais en l'absence de celui-ci, on aura recours plutôt aux agents de réversion non spécifiques. Et dans le contexte particulier du dabigatran, on pourra penser éventuellement à l'hémodialyse. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci. Merci Amel pour ton excellent topo. Il y a beaucoup de questions et il faut se préparer à répondre. Alors, je vais commencer quand même par les questions de nos anciens, tous. Alors, le professeur Herbi, notre maître à tous, vous pose la question comment expliquer le surrisque de syndrome coronarien aigu avec le dabigatran. Qui veut répondre ou je vais répondre? Alors, au maître. Alors, mon cher maître, bonjour. Il n'y a pas de surrisque d'infarctus du myocarde. Vous avez un registre qui a été publié en 2007 qui fait état quand même de 700 000 patients. 700 000 patients. Il est publié dans la revue Thrombose et ce registre, il n'y a pas de différence entre AVK et syndrome coronaire et AOD, en particulier le dabigatran, dans le syndrome coronaire aigu. Donc, c'était quelque chose qui sortait dans l'étude Relais, qui n'a pas été retrouvé dans la vie de tous les jours, dans tous les registres. Une deuxième question du professeur Abdelali. Il vous dit, chez un patient avec une fibrillation atriale et oreillette très dilatée sans aucun relais, me ferait peur personnellement. Alors, donc, pardon, Ali, tu veux commencer? Non, vas-y. Voilà, donc en fait, les relais hépariniques, toutes les études qui ont évalué un petit peu les relais hépariniques, aussi bien dans les procédures de rythmologie, et je pense que mes maîtres le savent très très bien, sont des situations qui sont hémorragipares et qui favorisent donc les complications. En fait, dans ces guides pratiques et dans ces propositions du GIHP, ce n'est pas une contre-indication formelle, le relais héparinique. Le relais héparinique, il a été démontré qu'il majorait le risque des patients qui étaient déjà sous AOD sans qu'il y ait de bénéfice sur le risque thromboembolique. Mais s'il s'agit d'un patient qui est à très haut risque thromboembolique, il est vrai qu'on ne pourra pas le laisser pendant une semaine sans relais héparinique et l'exposer à un risque thromboembolique, tel que par exemple une patiente qui a fait récemment une embolie pulmonaire, qui est sous traitement par AOD et qui a besoin d'une chirurgie urgente.
On ne va pas dire non, on ne fait pas de relais héparinique parce que justement, il y a un risque hémorragique. Non, on va la relayer, sauf qu'on sait que ce sont des situations qui vont majorer le risque hémorragique et il faut s'y préparer. Donc, les situations où on a recours au relais sont des situations qui existent et qui méritent en fait une discussion multidisciplinaire, à mon sens. Effectivement, quand on a un risque, il faut devant des gens qui ont un risque thromboembolique important, peut-être qu'on a peur d'arrêter les anticoagulants pendant longtemps. Il faut les gérer au cas par cas et toujours avoir en tête que l'association ou l'introduction rapide de l'héparinothérapie pourrait exposer ces patients à un risque hémorragique plus élevé. Mais c'est au cas par cas, effectivement, comme tu l'as dit. Alors, on a le professeur Zoubidat Zimzalek qui vous pose la question suivante. Ou une remarque plutôt, il y a des situations où l'héparine en relais, dans certaines situations rares, de post-AVC ou d'embolie pulmonaire récente. Je vais me permettre de répondre à cette question. Donc, d'abord, le sujet, c'est vraiment ciblé fibrillation atriale. Nous n'avons pas ta culture médicale d'aller chercher toutes les indications des AOD. Nous sommes des rythmologues qui sont coincés et pincés sur la fibrillation atriale. Deuxièmement, pour le post-AVC, si c'est un accident hémorragique, évidemment, il n'y a pas d'indication. Si c'est un accident ischémique, il n'y a pas d'indication dans les premiers jours, c'est même une contre-indication. La seule alternative, c'est de l'aspirine à petite dose dans le cardiopathie ischémique devant un accident vasculaire cérébral constitué. Il n'y a pas d'indication ischémique d'héparine, c'est même une contre-indication. Et c'est une discussion collégiale entre neurologues, réanimateurs et cardiologues qui va statuer sur la date de départ de l'anticoagulation. Mais pas de relais. L'héparine, elle est délétère lorsqu'on a un accident ischémique car elle risque de provoquer un infarcissement et une aggravation de l'AVC. Pour l'embolie pulmonaire, honnêtement, je sais que je te fais confiance sur cette indication et je suis tout à fait d'accord avec toi. Alors, le professeur Bouhouch vous pose la question, y a-t-il ou pas un intérêt des tests en périopératoire après l'étude POSE qui a été publiée dans le JAMA en 2019? Les tests spécifiques ou bien les tests conventionnels? Apparemment, les tests conventionnels. D'accord. Je n'ai pas lu l'étude à laquelle elle fait référence, donc professeur Bouhouch, mais ce qui est sûr, c'est que les tests conventionnels n'ont pas de place dans le suivi des patients qui sont sous AOD en périopératoire, parce que tout simplement, il y a une trop grande variabilité inter-individuelle. Il y a également une trop grande variabilité qui est liée aux réactifs et l'interprétation de ces tests n'est pas encore bien maîtrisée. La seule indication des tests en périopératoire, c'est éventuellement les dosages spécifiques. Si le patient fait un accident hémorragique en périopératoire, pour voir s'il y a besoin d'antagoniser le patient et mieux contrôler le risque hémorragique. D'accord. On a plusieurs médecins qui ont demandé, y compris le professeur Adib de Marrakech, de mener une petite discussion sur AOD et Covid. Donc, à toi la parole, Chahid. Je vous rappelle que sur notre groupe WhatsApp, j'ai déjà j'ai posé cette question. Malheureusement, je n'ai pas eu à traiter beaucoup de patients Covid pendant cette période. Et d'après vos retours et d'après ce que j'ai lu, c'est qu'il y a des auteurs qui conseillent à prescrire les AOD pour le Covid, aussi bien pendant la phase
hospitalière qu'après la phase hospitalière, à des doses curatives, à ce que j'ai compris. Je n'ai pas vu des publications, franchement, avec assez de force d'évidence scientifique, mais l'expérience de tout le monde tend vers la prescription de ces médicaments tant que ce n'est pas contre-indiqué. Et apparemment, les données, les résultats sont efficaces. Et même les patients que nous arrivons à traiter de façon ambulatoire ont répondu de façon correcte à la prescription d'AOD, que ce soit à dose curative surtout, mais également à dose préventive avec des petites doses. C'est mon opinion. Je n'ai pas beaucoup d'expérience, franchement, pour les patients Covid. Je pense que le professeur Adib et vous-même, vous avez traité plus que moi des patients Covid pendant cette période. Amel, tu as quelque chose à ajouter? La vérité, la prescription des AOD hors AMM me paraît un petit peu difficile. Là, actuellement, il y a c'est vrai, une plus large prescription des AOD dans le contexte donc des patients Covid, surtout qui sont donc dans leur forme modérée. Mais en pratique quotidienne, sincèrement, moi, je ne le prescris pas pour les formes mineures et encore moins pour les patients chez qui on n'a pas fait un diagnostic radiologique confirmé, donc d'une thrombose évidente, qu'elle soit périphérique ou d'une embolie pulmonaire. Écoutez, moi, mon point de vue, c'est que je pense, on en avait discuté avec le professeur Adib samedi lors d'un autre webinaire. On est classique lorsqu'il y a une maladie thromboembolique évolutive pendant le Covid. On reste classique. Mais s'il n'y a pas de maladie thromboembolique et si c'est une forme grave qui a nécessité une hospitalisation dans les soins intensifs ou la réanimation, nous pensons, et il y a des études en particulier avec le rivaroxaban qui ont été publiées, il y a d'excellents résultats de prescrire ces molécules à la sortie des patients pour une durée d'au moins 1 mois et ça prévient ces rethromboses secondaires lorsque la réaction inflammatoire n'est pas totalement atteinte. Donc, je pense qu'il faut rester classique pendant la phase aiguë en intra-hospitalière et que les AOD ont une grande place à la sortie des patients pour prévenir ces risques de récidive de maladies thromboemboliques ou éviter l'installation d'une éventuelle phlébite ou embolie pendant la phase de convalescence. Alors, il y a un professeur Soulami qui te pose une question. C'est pour toi, Shaib. Tu sais que le professeur Soulami ne rigole pas. Il te dit qu'est-ce qu'il fera pour son malade qui est insuffisant cardiaque, qui ne peut pas utiliser la cordarone, qui est en arythmie complète par fibrillation auriculaire avec une dysfonction ventriculaire gauche. Comment il fait pour ne pas utiliser cette cordarone? Oui, en association avec l'AOD, c'est ça? Non, il parle, lui, avec l'AOD, bien sûr. Oui, effectivement, c'était surprenant d'apprendre que presque toutes les molécules actuelles d'AOD ont une interaction, je dirais pas petite, qui est variable selon les molécules avec la cordarone, avec une exagération du risque hémorragique. Pour répondre au professeur Soulami, que je salue beaucoup, que j'apprécie beaucoup, il faut choisir. Bon, il y a une des molécules qui interagit moins. Peut-être qu'il faut la choisir lorsque le patient a un score de Hasbled important. Ça ne veut pas dire qu'il est contre-indiqué de la prescrire, sauf qu'il faut prendre des précautions quand on la prescrit. Et lorsque le Hasbled est important, il vaut mieux choisir la molécule qui donne moins d'interaction, en l'occurrence la Pixaban avec la cordarone. Sinon, si le Hasbled est très important, il faut tenir compte qu'il y a un risque hémorragique qui est majoré, soit prescrire une autre molécule, soit lorsqu'on prescrit la cordarone, d'être plus vigilant. C'est ce que je conseillerais à mes collègues. Alors, l'autre question, c'est une question du docteur Gérani. Si je ne la pose pas, il va me tuer parce qu'il a insisté. Il a dit une question que j'avais toujours posée, mais je n'ai jamais eu une réponse convaincante. Pourquoi le TP, Elfi?
les malades sous AOD avec un TP bas et que les chirurgiens refusent d'opérer malgré l'arrêt des anticoagulants? J'espère avoir une réponse. Je pense que le professeur Moussafi a déjà répondu à cette question à Agadir. Oui, mais moi, il ne m'aime plus. Non. C'est que Ahmed, je pense, l'a dit aussi indirectement, que parfois, si on veut être sûr que le patient prend un AOD, le TP est un petit mouchard. Parce que lorsque le TP est bas, c'est une preuve que le patient prend son médicament AOD. Et C'est j'ajoute, pas une Ali, contre-indication. Oui, j'ajoute, Ali, que c'est plutôt le rivaroxaban. oui, c'est C'est plutôt pour le le rivaroxaban, exactement. le TP, pas pour les TP, autres molécules. oui. D'accord? Donc, il faut convaincre les réanimateurs que c'est une réaction tout à fait normale chez les patients qui prennent de la rivaroxaban. Ce n'est pas une contre-indication. Bon, je ne parle pas des TP qui sont à 30%, à 25%, parfois moins. Ça, peut-être qu'il faut chercher pourquoi, mais il y a une petite baisse du TP chez les patients qui sont sur rivaroxaban. Pourquoi je ne pourrais pas te répondre, cher docteur Girani, je ne pourrais pas te répondre, je n'ai pas de réponse. Je sais que ça baisse, mais je n'ai pas de réponse que je pourrais te donner ce soir. Alors, il y a vraiment beaucoup de questions sur, sur le Covid et il faut qu'on prépare une séance Covid et AOD. Je pense que vraiment ça devient presque. Alors, il y a une question, plutôt un commentaire du professeur Hda Ali de Marrakech. La comparaison des AOD entre eux aurait été un choix crucial. Mais on n'a pas d'études et on n'aura pas d'études. Donc, quel est pour vous le profil le plus sécurisant parmi les AOD? Franchement, je n'ai pas de préférence. Je serai plus vigilant lorsqu'il y a une notion d'une atteinte gastrique ou gastro-intestinale. S'il y a un risque hémorragique, je prescrirai moins de rivaroxaban. S'il y a une atteinte cérébrale, je prescrirai moins d'abigatran. Mais franchement, c'est au cas par cas, selon le poids du patient, selon sa fonction rénale. Franchement, pas de préférence pour une molécule par rapport à une autre, pour moi. Je sais pas, alors je vais en parler le 8 décembre dans le Pratstep de Boehringer d'ailleurs, où je vais vraiment détailler ce problème de sécurité. Et il est difficile de comparer un anti-2 avec un anti-10. C'est-à-dire, il est difficile de comparer le dabigatran avec l'apixaban ou le rivaroxaban. Par contre, et là, la littérature, elle est abondante, il y a une comparaison entre l'apixaban et le rivaroxaban. Et c'est en faveur de l'apixaban. Nettement en faveur. Il n'y a pas de comparaison tête-à-tête, mais lorsqu'on voit les résultats par rapport à l'AVK, eh bien, l'apixaban fait beaucoup mieux sur le risque hémorragique que le rivaroxaban. Et d'ailleurs, si on prend les études, en phase 3, Relais, Rocket et Aristotle, eh bien, ces études-là démontrent quand même qu'il y a un risque hémorragique inférieur, je dis bien inférieur, en faveur du dabigatran et de l'apixaban, et qui est similaire à l'AVK. Il n'est pas supérieur, mais il est similaire à l'AVK par rapport au rivaroxaban. Donc, mon cher maître, votre question, elle est pertinente. On n'a pas la réponse parce qu'il n'y a aucune étude qui compare les AOD 1 à 1, mais les registres, tous les registres, et je vais le dire, eh bien, classe-moi le classement. Il y a une petite différence entre apixaban et dabigatran en faveur de l'apixaban, et ils sont tous les deux nettement supérieurs au rivaroxaban concernant le risque hémorragique. Alors, Dr Khayi vous pose une question. Est-ce que lorsqu'on a une fibrillation atriale sur une fuite mitrale rhumatismale versus ischémique, est-ce qu'on tend à pencher la décision à prescrire un AVK versus un AOD? Non, je pense que les recommandations sont actuellement claires.
à part la sténose mitrale sévère et les prothèses mécaniques, il faut prescrire un AOD pour les valvulopathies, les autres valvulopathies. Tout à fait, je suis tout à fait d'accord. Même les valves biologiques ne sont pas une contre-indication à la prescription des AOD. Et je vous montrerai le 8 décembre des études sur le rétrécissement mitral qui sont très intéressantes. Même le rétrécissement mitral, ce n'est pas une indication dans l'AMM, mais il y a des études très intéressantes sur le rétrécissement mitral, AOD versus AVK. Il y a une question du docteur Rossi, la place des AOD chez l'enfant. À ma connaissance, c'est encore non indiqué chez les patients moins de 18 ans. Moins de 18 ans. C'est ça, c'est pas non indiqué. Franchement, pour le moment, je n'ai pas encore eu d'occasion à discuter la prescription chez un enfant. Alors, oui, c'est ce que je suis d'accord. Peut-être qu'on fera. Oui. Je suis tout à fait d'accord. Toutes les études ont inclus des gens de plus de 18 ans, donc il n'y a pas de place pour le moment. Docteur Schellel qui vous pose une question. AOD et AINS, comment s'en sortir? Mal. Alors, écoutez, les anti-inflammatoires, tout comme les anti-agrégants plaquettaires, sont des médicaments qui peuvent effectivement favoriser des complications hémorragiques sous AOD. Si c'est pour une prescription de courte durée, je pense que ce n'est pas une contre-indication, hein, c'est une association qui est tout à fait envisageable. Mais pour des prescriptions chroniques, c'est à éviter. Ou plutôt, ça peut-être nous guider vers la prescription d'AOD avec, qui aurait, on va dire, moins de complications gastro-intestinales. Donc, si la prescription de l'AINS est indispensable, parce que d'un autre côté, on ne peut pas non plus laisser un patient souffrir alors qu'il a besoin de ces AINS. Mais en guettant à chaque fois donc des complications hémorragiques et en privilégiant une prescription d'un AOD avec donc un moindre risque gastro-intestinal. Sans oublier l'effet des AINS sur la fonction rénale, qui peut exagérer l'action anticoagulante des AOD. Tout à fait. Une question du docteur Douay. Quand reprendre un AOD après une chirurgie à haut risque hémorragique? Donc pour les chirurgies à haut risque hémorragique, la reprise de l'AOD peut être envisagée dans les 24 à 48 heures. Entre-temps, donc si le patient est à haut risque thromboembolique, on peut envisager une thromboprophylaxie veineuse, mais donc à dose prophylactique. Et surtout, la reprise de l'AOD est tributaire du contrôle du risque hémorragique. Donc, si le saignement est contrôlé en post-opératoire, eh bien, il n'y a aucun problème. On peut reprendre le traitement anticoagulant oral direct. Alors, il y a une remarque du professeur Bush sur l'association amiodarone plus AOD. Et la raison, c'est pour ça que j'en parle. Il faut plutôt adapter la dose. Si on a une dose forte, on peut descendre à une dose faible et donner l'accord d'Aaron dans ce cas-là. Effectivement, le risque hémorragique sera moindre. Il y a une collègue, Madame Khoutni, qui te pose la question, Amel. Toi, Chéri, pardon. Comment switcher vers l'AVK si un patient est sous AOD et on veut switcher vers un AVK? Oui, comment switcher vers l'AVK? Il faut donner l'antivitamine K en association, c'est pas en association, mais moi je donnerai de l'héparine de rapport moléculaire et commencer l'antivitamine K jusqu'à l'obtention d'un INR correct, et là j'arrêterai l'héparine. C'est ce que je ferai
arrêter l'AOD, commencer l'héparine lorsque la dose de l'AOD devrait être prise. Si c'est en double prise, ça sera 12 heures après, monoprise 24 heures après. Et en même temps, l'antivitamine K jusqu'à l'obtention d'un INR correct. Et là, on peut arrêter l'héparine. Un chevauchement classique. Pardon? Il faut donner les deux en même temps jusqu'à obtenir un IR classique. Mais la vie de tous les jours n'est pas facile parce que vous savez très bien qu'il y a des INR qui sont bas sous AOD. Et donc, la pratique, ce que je fais personnellement, c'est donner les deux pendant 48 heures et continuer par l'AOD tout seul. Car il y a malheureusement, en particulier le rivaroxaban, tu vas avoir un INR à 2. Et est-ce qu'il faut arrêter ou pas? Pardon. Donc, ça dépend de la molécule. C'est le switch vers l'AVK, c'est ça? Vers l'AVK. Tu as un malade qui est sous AOD, oui. D'accord? Et on veut donner un AVK, c'est-à-dire le chemin inverse. Il faut les donner ensemble pendant 48 heures jusqu'à avoir un INR correct. Et ensuite, on arrête l'AOD et on continue avec l'AVK. Oui. D'ailleurs, le papier dont j'ai parlé à Amel, celui de 2018, donne aussi comment chevaucher de l'AOD vers l'AVK. On va prendre une dernière question. Il y en a encore, vraiment, il y a encore une vingtaine, du docteur Ebid de Fès. Elle vous pose la question, elle a une patiente qui a 70 ans, qui est hypertendue, sous un traitement bien équilibré à l'écho, une surface de l'oreillette gauche à 26 cm² et elle a un épisode de fibrillation atriale de 8 secondes. Est-ce qu'il faut l'anticoaguler? Autrement dit, un AHRE pour les rythmologues. Qu'est-ce qu'il faut faire? Oui. Si moi je pars de la notion de la cardiomyopathie atriale, je serais tenté, même si ce n'est pas encore dans l'AMM, de prescrire un anticoagulant. Mais actuellement, les recommandations qui sont apparues en 2020 exigent que l'épisode soit d'au moins 30 secondes avant de commencer l'anticoagulation. Pour retenir le diagnostic, effectivement, il faut 30 secondes. Cette dame, quand même, elle a un Chats-Vas qui n'est pas négligeable, avec une oreillette gauche qui est dilatée. Et il y a des études qui ont montré que lorsque le Chats-Vas est élevé, les anticoagulants font du bien. Donc, vraiment, c'est un cas qui n'est pas classique. Vous avez ce qu'on appelle les activités atriales rapides, un épisode d'activité atriale rapide. Il y a deux paramètres qui rentrent en jeu. La durée plus de 6 heures et surtout 24 heures en arythmie est très importante pour anticoaguler. Et le Chats-Vas. Ce sont les deux. Plus vous avez un Chats-Vas élevé et plus vous avez une durée qui dépasse les 6 heures, plus il faut anticoaguler ces patients. Chers amis, je vous remercie. C'était un débat intéressant. Ça m'a fait plaisir de retrouver deux de mes élèves. Et avec grand plaisir, je redonne la parole à Madame la Présidente. Écoutez, un réel plaisir d'avoir assisté à ce webinaire, d'avoir organisé ce webinaire conjointement avec nos éminents rythmologues, donc le docteur Amel Tzazi, le professeur El Chaib et le professeur Abdelhamid Moustafir, qui a mené avec brio la modération de cette session. Bravo Amel, à Ali pour vos interventions qui ont suscité, comme vous l'avez vu, un très grand nombre de questions, d'interrogations. Donc, beaucoup de questions, comme je le vois sur donc, le diaporama des questions-réponses. Encore beaucoup de questions, d'interrogations. Et bien, ça fait plaisir et on devra quand même arrêter ce webinaire. Et comme le dit le proverbe marocain, donc, pourquoi? Ben, tout simplement, on vous promet une autre session riche, intéressante, tout aussi didactique, pratique. Donc, c'est Moustapher, tu l'as bien évoqué. Donc, on fera encore une belle session sur les anticoagulants et probablement les anticoagulants et Covid.
Donc, on était en train de cogiter sur un programme dans ce sens. Et puis, je vous donne donc rendez-vous très prochainement donc, pour une nouvelle aventure avec la Société marocaine de cardiologie. Et je vous dis bonne soirée et à très bientôt. Au revoir. Bonne À la soirée. prochaine. Au revoir.